Le chapeau du contremaître fut la première chose qu'ils virent ce matin-là. Une sentinelle sombre tournoyant contre l'aube. L'homme lui-même était en fureur. Mais l'esclave qu'il poursuivait, Isaiah, avait disparu. On disait qu'il s'était évanoui dans la brume du Mississippi, ne laissant derrière lui que cette carte de visite impossible. Mais les autres esclaves savaient mieux. Ils murmuraient qu'Isaiah n'était jamais vraiment parti. Que, les nuits où l'air restait étrangement immobile, le vieux moulin à vent se mettait encore à tourner, ses articulations de bois gémissant un seul nom, encore et encore. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour me faire plaisir, et dites-moi d'où vous regardez cette histoire dans les commentaires. L'histoire commence à mardi, sous la chaleur étouffante d'un été du Mississippi, en 1852. L'aube s'était levée depuis des heures, mais le soleil demeurait une tache blanche et floue, dissimulée derrière une épaisse couverture d'humidité au-dessus de la plantation Sterling. L'air lui-même semblait peser, appuyant sur les rangées infinies de coton qui s'étendaient jusqu'à un horizon miroitant. Il était chargé d'odeurs, la terre humide, le parfum sucré et entêtant des fleurs de coton, et la senteur métallique de la sueur humaine. Dans les champs, des silhouettes bougeaient avec une lenteur rythmée et méthodique. Leurs corps se pliaient, leurs mains travaillaient sans relâche parmi les capsules piquantes. Parmi eux se trouvait Isaiah Washington. C'était un homme grand, bâti d'une force dense et compacte, forgé par une vie de labeur incessant. Mais ce qui le distinguait, c'étaient ses yeux intelligents, vigilants, une immobilité silencieuse qui absorbait tout autour de lui sans jamais trahir le feu qui brûlait au fond de son âme. Il travaillait d'un geste régulier et efficace, ses grandes mains cueillant le coton avec une précision qui ne laissait aucun mouvement perdu. Il parlait peu, réservant ses mots pour les moments qui comptaient. Mais sa simple présence était une encre silencieuse pour les autres. Quand Isaiah était là, l'air semblait un peu moins lourd de désespoir. Sa force tranquille était une ressource partagée, une patrouille invisible aux frontières de leur monde. Une ombre malveillante se découpait sur le vert et le blanc. Monsieur Barlow, le contremaître. C'était un homme de taille moyenne, aux traits sans éclat. Pourtant, il se mouvait avec une immobilité troublante, inspirant plus de crainte qu'un géant rugissant. Sa cruauté n'était pas celle, explosive et irréfléchie, d'un simple tyran. Elle était froide, méthodique, une malveillance calculée, administrée avec la curiosité détachée d'un scientifique disséquant un insecte. Son regard pesait physiquement sur les travailleurs, scrutant chaque mouvement, chaque pose, chaque soupir. Mais ses yeux revenaient toujours vers Isaiah. Il voyait dans son intelligence non pas un signe de compétence, mais la lueur d'une menace potentielle. Il percevait le respect que les autres lui portaient, non comme une conséquence naturelle de son caractère, mais comme un défi à son autorité absolue. Barlow observait Isaiah comme un faucon observe un serpent, avec une fascination mêlée à un besoin primal de l'écraser avant qu'il ne s'élève. Quelques rangées plus loin, travaillait Sarah, la femme d'Isaiah. Sa résilience s'était forgée dans le même feu qui avait trompé la force de son mari. Son amour pour lui était l'encre qui l'empêchait de sombrer sous la marée quotidienne d'humiliation et de désespoir. Leurs échanges formaient un langage secret, parlaient dans le silence entre deux battements de cœur, un regard furtif à travers les rangées qui disaient « Je te vois, je suis avec toi ». Un contact fugitif en se passant l'eau, un courant d'amour et de réconfort invisible aux yeux du contremaître. Leur lien était une forteresse, un petit espace sacré dans un monde qui refusait de leur en accorder aucun. Les murmures qui circulaient dans les champs ressemblaient au froissement de feuilles sèches, pleins de peur et d'avertissements fébriles. Elbeth, une femme âgée au dos voûté par des décennies de travail, souffla à un jeune garçon près d'elle, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement des insectes. Garde la tête baissée et le cœur en prière, relatait-elle, ses yeux glissant vers la silhouette lointaine du contremaître. Le diable marche dans les rangs aujourd'hui. Le garçon hocha la tête, le visage grave, et se pencha plus bas sur sa tâche. Le soleil monta, transformant l'air d'une couverture brûlante et humide en un véritable four. Un vieil homme nommé Joseph, le visage pâle et perlé de sueur, commença à chanceler. Ses gestes devinrent maladroits, sa respiration courte et sifflante. Il vacillait, s'appuyant sur un plan de coton, ses jambes tremblantes. Il succombait à la chaleur, un mal fréquent et souvent mortel dans les champs. Sans la moindre hésitation, Isaiah bougea. La gorge brûlante de soif, il redressa sa haute silhouette et marcha vers le vieil homme. Il déboucha sa petite gourde, remplie ce matin-là, et la porta aux lèvres de Joseph. « Bois,
Vieil homme, dit-il d'une voix basse mais ferme. Lentement, il laissa Joseph boire à sa guise. L'eau fraîche apportait un répit fugace à la fournaise du jour. Puis, passant le bras du vieillard autour de ses épaules, Isaïe l'aida à rejoindre l'ombre d'une charrette voisine, une île minuscule de soulagement dans cet océan de feu et de coton. Ce geste de compassion, aux yeux de Barlow, était un acte de rébellion. Il avait tout vu, le visage impassible, la posture inchangée. Mais lorsqu'Isaïe installa Joseph à l'ombre, Barlow se mit à bouger, ses pas délibérés et silencieux sur la terre durcie. Il s'arrêta juste devant Isaïe, lui bloquant le soleil et le plongeant dans une ombre soudaine. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était trompeusement douce, presque conversationnelle. « Tu crois que c'est toi qui diriges ce chant, Isaïe ?» demanda-t-il, les lèvres à peine mouvantes. « Tu crois que c'est toi qui décides qui travaille et qui se repose ?» Isaïe ne répondit pas. Son regard resta fixe, son visage impassible. Il sentait les yeux de Sarah posés sur lui, une supplique muette, un courant de peur. Il sentait le souffle collectif du chant tout entier suspendu. L'immobilité de Barlow était plus terrifiante que n'importe quel cri. « C'est ma décision, » continua Barlow, la voix tombant dans un murmure. « C'est mon autorité, et tu viens de la fouler aux pieds. » D'un léger mouvement du menton, il désigna 2 ouvriers robustes qui se tenaient à proximité. « Attrapez-le. » Les 2 hommes hésitèrent, les yeux agrandis par la peur, regardant tour à tour Barlow et Isaïe. La voix de Barlow claqua alors comme un coup de fouet. À contre-cœur, ils s'avancèrent, chacun saisissant un bras d'Isaïe. Ils étaient forts, mais ils sentaient dans son corps la puissance contenue, la force prête à se libérer, qu'il refusait d'utiliser. Barlow déroula la lanière de cuir accrochée à sa ceinture. La punition n'était pas pour une règle enfreinte. C'était pour avoir osé être un homme. C'était une leçon, une pièce de théâtre pour toute la plantation. Il abattit les coups avec un rythme méthodique, sans hâte. Chaque frappe était précise et brutale, le son résonnant dans le silence étouffant du chant. Sarah fut contrainte de regarder, les poings serrés le long du corps, le visage impassible, dissimulant un univers de douleur. Elle ne détourna pas les yeux. Elle serait témoin. Elle serait la gardienne de cette mémoire, de cette injustice. Pendant tout ce temps, Isaïe ne cria pas. Il ne supplia pas. Il ne se débattit pas. Il absorba la douleur brûlante, le corps raide, la mâchoire serrée. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur Barlow. Il regardait au loin, par-delà les champs, par-delà la souffrance. Il fixait le grand moulin à vent dressé sur une légère colline, ses pales tournant lentement dans le ciel blanchi. C'était la seule chose qui semblait encore bouger librement sous la chaleur étouffante. Son image, cette rotation lente et régulière, le grassement du bois, s'imprima dans son esprit. C'était le point sur lequel il concentra sa douleur, le symbole d'autre chose que cette vie. C'était une promesse, celle du vent, du mouvement, de la liberté. Cette nuit-là, le croissant de lune n'offrait qu'une faible lumière, et l'air dans leur petite cabane n'eût été frais et immobile. Sarah ne dit rien en soignant doucement les plaies d'Isaïe. Les marques sur son dos étaient rouges et gonflées, témoins de la cruauté calculée de Barlow. Elle trempa un linge dans l'eau fraîche et le pressa sur sa peau, son geste parlant un langage silencieux, celui de l'amour, du chagrin partagé, d'une défiance qu'aucun fouet ne pouvait briser. Elle écrasa des herbes entre 2 pierres, en fit une pâte dont l'odeur terreuse emplit l'espace étroit, et l'appliqua avec soin sur la peau meurtrie. Aucun mot n'était nécessaire. Leur silence était un sanctuaire, un espace où leur douleur et leur amour pouvaient coexister sans explication. Isaïe resta étendu sur la paillasse mince. Le linge froid était une petite miséricorde sur le feu de son dos, mais son esprit, lui, était en tempête. L'humiliation du jour pesait lourdement sur sa poitrine, plus qu'aucun coup. C'était la destruction calculée de sa dignité devant sa femme, devant les siens, qui rongeait son âme. Il pensa aux histoires que son père lui avait racontées, murmurées dans une cabane semblable, tant d'années auparavant. Des histoires d'une étoile du Nord qui ne bougeait jamais, un phare pour ceux qui avaient le courage de la suivre. Des récits d'une vie où un homme pouvait s'appartenir, où ses mains travaillaient pour sa propre famille, où ses enfants ne naissaient pas enchaînés. Il tourna la tête, la joue contre la couverture rêche, et regarda par la petite ouverture carrée de la cabane. À travers elle, il voyait la silhouette sombre du moulin, un géant noir sous le ciel piqué d'étoiles. Les pales étaient immobiles à présent,
attendant un vent qui ne venait pas. Il les observa, et l'image du chant, ce symbole de son endurance, commença à se transformer dans son esprit. Ce n'était plus seulement un point de concentration. C'était une destination. Une idée, audacieuse et terrifiante, prit forme. Une promesse silencieuse et indestructible s'enracina dans son âme. Il ne se contenterait pas de fuir. Fuir, c'était ce que faisait un animal traqué. Il ne disparaîtrait pas simplement, dans le marais. Il laisserait un message. Il prendrait ce qui symbolisait le pouvoir de Barlow, sa fierté, le signe même de son autorité sur eux tous. Il prendrait le chapeau de cet homme, et il l'accrocherait au ciel, pour que tous le voient. Il ferait du symbole de leur oppression un monument de sa défiance. Le moulin à vent ne serait pas seulement son repère pour la fuite, il deviendrait son messager. Il annoncerait, dans le calme de l'aube, qu'un homme avait refusé d'être brisé. Le vœu, forgé dans le creuset de la douleur et de l'humiliation, s'était désormais refroidi en un abus net et tranchant. Le feu de la rage d'Isaïa s'était transformé en une chaleur stable et concentrée, celle qu'il faut pour façonner l'acier. Sa vie, autrefois un cycle d'endurance passive, devint un projet de conception active et minutieuse. Le moulin n'était plus un simple symbole lointain. Il était devenu l'engrenage central d'une machine de libération qu'il construisait dans son esprit. Il commença à graviter autour de lui, s'en approchant sous prétexte de travail. Il se porta volontaire pour réparer une section de clôture qui longeait la butte où se dressait le moulin, une tâche que les autres évitaient à cause du terrain rocheux et inégal. Barlow, toujours soupçonneux mais ne voyant aucune menace dans ce travail banal, acquiesça d'un grognement. Pendant des jours, Isaïa travailla sur la clôture. Mais son véritable labeur était celui de l'observation. Il n'était plus un simple ouvrier. Il était devenu un étudiant de la physique et de l'ingénierie, le cartographe de sa propre évasion. Il apprit le langage du moulin. Ce n'était pas une langue, mais plusieurs. Il y avait le grondement profond de l'arbre principal, un son dont la tonalité changeait avec l'humidité. Il y avait le grincement plus aigu et régulier des axes des pales, un son qu'il apprit à compter comme un battement de cœur. Il étudia la manière dont le vent, son futur complice, jouait sur les grandes ailes de bois. Un vent du sud, chaud et humide venu du golfe, faisait tourner les pales avec une grâce régulière et puissante. Un vent du nord, plus rare et plus frais, les faisait tourner plus vite, de manière saccadée. Il observa les ombres qu'il projetait, comme un gigantesque cadran solaire marquant les heures de sa servitude. À midi, son ombre était courte, trapeuse. Mais en fin d'après-midi, elle s'allongeait, sombre et fine, pointant vers l'est, à l'opposé du soleil couchant. Sous prétexte d'étirer son dos endolori, il s'appuyait contre les solides poutres de soutien, ses doigts calleux testant discrètement la texture du bois, cherchant des échardes, de la pourriture, une prise. Il pressait son poids contre une jointure, en jaugeait la solidité, gravant chaque sensation dans sa mémoire. Ses yeux suivaient le chemin vers le sommet, une carte verticale qu'il mémorisa. Il nota l'emplacement de chaque traverse, de chaque boulon, de chaque nœud du bois pouvant servir d'appui. Le moulin cessa d'être une simple construction de bois et de toile. Il devint une échelle, à la fois le mur de sa prison et la clé de sa porte. Il ressentait une étrange parenté secrète avec ce géant gémissant, comme s'il était un conspirateur silencieux, attendant patiemment qu'il en découvre les secrets avant de lui prêter ses ailes. C'était une conversation solitaire, à sens unique, un homme et une machine planifiant une rébellion dans le langage discret du vent, du bois et de l'ombre. Son plan exigeait plus qu'une connaissance mécanique. Il demandait la sagesse de la terre elle-même. Pour cela, il n'y avait qu'un homme à consulter, le vieux Hemlock. Hemlock était la plus vieille âme de la plantation Sterling. Sa peau ressemblait à du cuir plissé, ses yeux semblaient contenir la mémoire de chaque saison, chaque creux, chaque chagrin que la terre avait connu. On disait qu'il était né sur ce sol même et qu'il possédait un savoir plus ancien que les racines des plus vieux cyprès. Des rumeurs affirmaient qu'il avait autrefois aidé certains à disparaître dans les vastes marécages impitoyables bordant la plantation. Isaïa le trouva assis sur le perron de sa petite cabane, réparant un filet de pêche, ses doigts noueux bougeant avec une lenteur experte. Isaïa ne l'aborda pas par une question directe, ce n'était pas la manière. Il s'assit près de lui, ramassa un bout de ficelle égaré et commença à l'aider, leurs mains travaillant en rythme silencieux. Au bout d'un long moment, alors que le soleil descendait et que l'air se remplissait du bourdonnement des insectes du soir, Isaïa parla d'une voix basse.
Un homme en vient à avoir des pensées de voyage, dit-il, les yeux fixés sur le filet entre ses mains. Il se demande parfois où la rivière tourne. Hemlock ne leva pas les yeux. Ses doigts continuaient leur travail lent et méthodique, tissant la ficelle d'un geste sûr. Une minute entière passa avant qu'il ne réponde. La rivière est menteuse, souffla-t-il enfin, d'une voix sèche comme des feuilles d'automne. Elle se tord sur elle-même. Si tu la suis, tu finiras là où tu as commencé. Il serra un nœud entre ses dents, puis reprit. Plus bas encore. Mais les genoux des cyprès, eux, ils ne mentent pas. Ils pointent toujours vers le nord, si tu sais comment leur demander. Ils poussent du côté sud de l'arbre, loin de l'eau. Tu trouves le cyprès. Tu trouves ton étoile. Il leva enfin les yeux vers Isaiah, et dans ses prunelles anciennes brillait une lumière de savoir profond. Il glissa la main dans la poche de son pantalon usé et en sortit une petite bourse en cuir, fermée par un lacet de tendons. Elle était sombre d'âge, dégageant une odeur de terre et de fumée. Ça brouillera le nez d'un chien, dit-il en la plaçant dans la main d'Isaiah. La bourse était étonnamment lourde, un mélange de tabac de lapin et de racines de sassafras séchées. Ils suivront l'odeur du sassafras et perdront la tienne. Puis il pointa un doigt noueux vers une petite racine tordue dépassant de la bourse. Et cela, ajouta-t-il, mâche-le quand ton esprit faiblit. Il a le goût de la terre. Il te rappellera pourquoi tu te bats. Isaiah referma la main sur la pochette, le cuir chaud contre sa peau. C'était plus que des herbes. C'était une bénédiction. C'était la terre elle-même offrant sa protection. Le changement Isaiah ne passa pas inaperçu. Barlow, dont les sens étaient affinés pour détecter la moindre variation dans l'atmosphère de son domaine, le ressentit comme une chute de pression barométrique. La défiance bouillonnante qu'il avait tenté de battre hors d'Isaiah, cette colère presque familière, avait disparu. À sa place, un calme troublant, une concentration si intense qu'elle semblait palpable. C'était l'immobilité d'un prédateur, non celle d'une bête brisée. Et cela rendait Barlow profondément mal à l'aise. Il se mit à observer Isaiah avec une obsession renouvelée, cherchant la moindre fissure dans cette nouvelle façade. Un après-midi, alors qu'Isaiah dégageait un fossé, Barlow le coinça, sa silhouette coupant la lumière du soleil. « Tu es bien silencieux, ces derniers temps, Isaiah, dit-il d'une voix traînante, incapable d'en dissimuler le trochant. Tu mijotes quelque chose dans ton crâne épais. » Isaiah continua de travailler, sa pelle s'enfonçant dans la terre humide avec une régularité méthodique. Il ne leva pas les yeux. La patience de Barlow se rompit. Il se jeta sur lui, attrapa son menton et força sa tête vers le haut. Sa poigne était brutale, ses doigts s'enfonçant dans la mâchoire d'Isaiah. « Je te vois regarder ce moulin à vent, » siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Souviens-toi bien de qui il appartient. De qui tout appartient, espèce de chien. » Isaiah soutint son regard. Ses yeux calmes, inébranlables, étaient comme une eau profonde qui ne reflétait rien. Il ne brocha pas. Il ne résista pas. Il endura, et ce silence fut un acte de défi plus puissant que n'importe quelle lutte. Fou de rage devant cette absence de réaction, Barlow le repoussa violemment. « Je veux que cette section soit dégagée avant le coucher du soleil, » gronda-t-il, désignant de son fouet une parcelle couverte de ronces et de racines profondément ancrées, un travail impossible à accomplir seul avant la nuit. C'était un châtiment, une épreuve destinée à le briser, à le pousser à l'échec et à la supplication. Barlow s'attendait à voir le désespoir, à voir la sérénité d'Isaiah se fissurer. Mais Isaiah hocha simplement la tête, ramassa sa pelle et s'avança vers le terrain. Tout l'après-midi, Barlow l'observa de loin. Ce n'était plus un homme, c'était une machine. Il se mouvait avec une détermination implacable, presque inhumaine. Ses muscles se tendaient et se relâchaient, son corps couvert d'une fine couche de sueur mêlée à la poussière. Il ne s'arrêtait pas. Il ne ralentissait pas. Le soleil plongeait vers l'horizon, teintant le ciel d'orange et de violet. Au moment où la dernière lueur disparut, Isaiah jeta la dernière racine sur l'immense tas qu'il avait formé. Il resta debout un instant, la poitrine haletante, puis se détourna et regagna les cabanes, laissant Barlow seul, pétrifié devant la parcelle nettoyée. Le visage du contremaître était un masque de fureur. Le succès d'Isaiah n'avait pas apaisé sa paranoïa, il l'avait confirmé. Un homme capable d'un tel exploit nourrissait une force secrète, dangereuse. La frontière entre la réussite et la catastrophe était aussi fine qu'un fil d'araignée.
Isaiah en fut rappelé quelques soirs plus tard. Il s'était éclipsé vers la lisière des bois, là où les champs cultivés cédaient la place au chaos marécageux. Il ramassait de la mousse espagnole, non pour la literie, mais pour fabriquer une fausse piste, une autre ruse destinée à tromper les chiens qu'il savait venir. Il travaillait vite, arrachant la mousse grise et filamenteuse des branches basses d'un vieux chêne, tous ses sens en alerte. Le craquement d'une brindille derrière lui fit bondir son cœur. Il se retourna d'un mouvement brusque. C'était Luc, un jeune homme connu pour sa nature craintive et son empressement maladif à plaire aux contremaîtres. Ses yeux allaient de la botte de mousse dans les mains d'Isaiah au bois sombre derrière lui. La peur, puis une compréhension horrifiée se peignirent sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais, Isaiah » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Tu ne peux pas. Il nous tuera tous. Il fera un exemple de chacun. » L'esprit d'Isaiah s'emballa. Une menace l'enverrait droit vers Barlow. Une supplique montrerait sa faiblesse. Il ne lui restait qu'une arme, sa réputation de sagesse silencieuse, celle-là même qui faisait de lui une menace aux yeux du contremaître. Il se força à rester calme, son attitude détendue, sa respiration égale. Il offrit à Luc un lent sourire triste. « C'est pour le vieux Hemlock, » dit-il d'une voix posée et assurée. Il leva la mousse. Une maladie arrive avec les pluies d'automne, une fièvre des poumons. Il prépare des remèdes, des cataplasmes. Cette mousse, bouillie, aide le corps à respirer. Il avait inventé l'histoire avec une crédibilité glaçante, tissant des détails qu'il savait toucher les peurs de Luc. Il parla du changement dans l'air, d'une maladie similaire qui avait frappé une plantation voisine l'année précédente. Luc le regardait, partagé entre peur et désir de croire. Une tentative d'évasion signifiait terreur, punition, mort. Mais une histoire pour prévenir la maladie parlait de survie, de communauté. Un récit qu'il pouvait accepter. Une maladie, balbutia Luc. Je n'ai pas entendu. Hemlock voit des choses que les autres ne voient pas, dit Isaiah gravement. Il m'a demandé de rester discret. Inutile d'effrayer les gens avant qu'il le faille. Le mensonge, si complet et livré avec calme, s'étendit sur Luc comme une couverture rassurante. La terreur de ses yeux céda la place à un regard inquiet. « Ken, puis-je aider » offrit-il, la voix encore tremblante. Isaiah secoua la tête, expression douce de refus. « Non, frère. Hemlock m'a confié cette tâche. Toi, garde juste les yeux ouverts et le corps fort. » Il posa une main rassurante sur l'épaule de Luc un bref instant. « Allez, il fait sombre. » Luc hocha la tête, soulagé, et retourna vite vers les cabanes. Isaiah le regarda partir, son calme apparent fondant pour laisser apparaître la sueur froide sur son front. Il était seul, vraiment seul. La confiance de son peuple était une arme qu'il avait dû tourner contre eux, et ce savoir pesait comme une pierre dans son estomac. Les jours suivants furent un étrange ballet tendu de tromperie et de préparation. Isaiah avançait avec le même calme extérieur, mais à l'intérieur, une horloge frénétique battait à tout rompre. Le changement se manifestait aussi chez Sarah. Depuis plusieurs jours, elle était silencieuse, mais d'un silence différent de sa stoïque habitude. Un retrait qui inquiétait Isaiah plus que n'importe quelle explosion. Elle se mouvait avec un soin nouveau, ses mains souvent posées sur son ventre dans un geste à la fois protecteur et las. Il comprit que quelque chose n'allait pas, ou que quelque chose était profondément, terriblement juste. Il attendit qu'elle parle, sachant que la vérité, lorsqu'elle viendrait, serait lourde de sens. Elle se révéla tard, dans l'intimité suffocante de leur cabane. L'air était épais et immobile, seul le cri des grillons perçait les murs fins. Il était allongé sur leur paillasse, l'esprit suivant le chemin familier jusqu'au moulin. Lorsqu'il sentit son mouvement à ses côtés, elle s'assit, silhouette sombre contre la faible lumière de la lune filtrante par l'encadrement de la porte. « Isaiah » murmura-t-elle, sa voix si douce qu'elle semblait faire partie de la nuit. Il se tourna vers elle, le cœur soudain chargé de prémonition. Elle prit sa grande main calleuse et la posa sur son ventre. D'abord, il ne sentit que la chaleur de sa peau, le coton doux de sa robe. Puis elle pressa doucement sa main, et il comprit que la nouvelle ne lui parvenait pas comme une pensée. Elle frappait son corps comme un coup physique. C'était un moment de pure joie, d'une intensité inouïe. Une lumière éclatante dans l'obscurité de son monde. Un enfant. Son enfant. Un avenir. Et puis, aussi vite, la lumière fut remplacée par une vague de terreur absolue. Son plan,
Sa belle et nette stratégie de libération venait de devenir un chaos impossible. La ligne claire de son évasion portait désormais 1000 fils fragiles, tous rattachés à cet espace sacré, à elle. Sa voix, lorsqu'il la trouva, était étouffée par le désespoir. « Je ne peux pas partir », souffla-t-il, comme trahissant le vœu qu'il s'était fait. « Sarah, je ne peux pas te laisser. Pas maintenant. » Il s'assit, la prenant dans ses bras, sa force se sentant totalement impuissante face à cette nouvelle réalité. Il avait prévu de briser ses chaînes, mais il était maintenant lié par un amour si puissant qu'il semblait la plus lourde des entraves. Sarah se recula, son visage à peine visible dans l'obscurité, mais il sentit l'intensité féroce de son regard. Elle prit son visage entre ses mains, son toucher ferme et résolu. « Tu dois y aller », insista-t-elle. Et son murmure n'était pas une supplique mais un ordre. La voix d'une guerrière, d'une reine, d'une mère. « Tu dois partir pour nous. Tu crois que je veux que cet enfant naisse ici, pour être la propriété d'un autre avant même son premier souffle ?» Sa voix, crue, mêlée de douleur et de force, le laissa sans voix. « Non », continua-t-elle, la main revenant sur son ventre. « Cet enfant naîtra dans l'histoire d'un père qui a brisé ses chaînes, et non de celui qui les porte jusqu'à sa tombe. Tu iras, Isaïa. Tu iras, et tu bâtiras une vie pour nous, un lieu où une famille pourra être une famille. Un jour, tu reviendras où tu nous enverras un message, mais tu iras. » Ces paroles n'étaient pas une libération, mais une refaute. Elles transformèrent le fer de sa détermination, refroidi en arme pour un seul, et le replongèrent dans le feu, martelé pour devenir quelque chose de bien plus fort, de grand, un bouclier incassable pour trois. Il n'était plus un simple fugitif cherchant sa liberté. Il était fondateur, pionnier. Le premier pas d'un voyage pour sa famille entière, celui qui ouvrirait la voie et construirait le foyer au bout. Il la regarda, l'amour ardent dans ses yeux, et sentit une poussée de détermination si profonde qu'elle le laissa sans souffle. Il ne fuyait plus. Il courait vers un avenir qu'il allait construire de ses propres mains. Un futur né de cet acte unique et impossible de défi. Il la rapprocha de nouveau, ses lèvres trouvant son front. Dans le langage silencieux de leur étreinte, il renoua son vœu, non plus seulement pour lui-même, mais pour eux, pour la famille pour laquelle il vivrait et mourrait. Le monde avait changé d'axe. Chaque geste d'Isaïa était désormais chargé d'une urgence sacrée. Le plan n'était plus seulement une question de défi, il s'agissait de création. Le lendemain, ses mouvements restaient les mêmes, son visage la même expression impassible, mais son esprit brillait d'une lumière nouvelle. Ce soir-là, dans les instants fugitifs du crépuscule avant d'être confiné à la cabane, il fit ses dernières préparations. Il s'éclipsa à l'arrière de la forge, un lieu qu'il avait observé pendant des semaines. Il connaissait le forgeron, un homme fatigué nommé Titus, créature d'habitude, qui laissait toujours une petite boîte à feu contenant un éclat de silex et un morceau d'acier sur une étagère haute juste à l'intérieur de la porte, prêt pour le feu du matin. Avec la discrétion d'un chasseur, Isaïa glissa la main et referma ses doigts autour de la petite boîte rugueuse. Il la glissa dans son pantalon, un petit, dur gage de chaleur et de survie dans le désert qui l'attendait. De retour à la cabane, à la faible lumière de la lune, il vérifia le contenu de la bourse en cuir d'Hemlock. L'odeur terreuse et piquante des herbes séchées emplit ses narines, le parfum de la liberté. Il toucha la racine noueuse de yarrow, sa source secrète de force. Tout était en place. Son dernier acte de préparation n'était pas pratique, mais spirituel. Il avait conservé un petit morceau de bois lisse, un reste de pain d'une caisse brisée. Avec un éclat de silex trouvé près de la rivière, il commença à sculpter. Ses grandes mains puissantes, habituées au travail brutal des champs, bougeaient avec une grâce surprenante et douce. Il ne sculptait ni outil ni arme, mais un souvenir, une promesse. Sous ses mains patientes, le bois prit lentement forme. Un petit oiseau simple, elle légèrement écarté comme prêt à s'envoler. Les détails étaient rudimentaires, issus d'un outil simple et d'un espoir désespéré, mais plein d'amour. Il lissa les bords avec une pierre rugueuse jusqu'à ce que le bois paraisse chaud et vivant. Objet fragile, mais portant tout le poids de son amour et de son ambition. Il attendit que Sarah dorme, sa respiration douce, et même dans le silence de la nuit, il se mit à genoux près d'elle et plaça délicatement le petit oiseau en bois dans sa main, qui le referma instinctivement dans son sommeil. Il se pencha et murmura à elle et à la vie nouvelle nichée en elle. « Pour que tu montres au bébé. » Sa voix,
épaisse d'émotion, montrait ce qu'était un oiseau libre. Il l'observa longuement, son visage paisible dans la lumière tamisée, sa main serrant le symbole tangible de leur rêve partagé. Ce petit objet, sculpté dans les déchets de leur servitude, était devenu le réceptacle de tous leurs espoirs, un cœur de bois battant pour l'avenir qu'ils sculpteraient dans la liberté. Pendant qu'Isaiah forgeait un nouvel avenir dans l'ombre, M. Barlow restait plongé dans la solitude stérile de son présent. La narration quitte un instant l'espoir désespéré des quartiers d'esclaves pour entrer dans la maison de l'intendant. Elle offrait un confort relatif, murs solides, vrai lit, vitres aux fenêtres, mais ce confort était creux. La maison était stérile, obsédée par la propreté, profondément solitaire. Une maison, pas un foyer. Barlow était assis à sa table, dînant seul. Une jeune servante terrifiée, Marie, le servait, geste rapide et silencieux, les yeux fixés au sol, son seul objectif être invisible. Barlow mangeait avec la même précision méthodique qu'il appliquait à tout, couteau et fourchette se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Il commandait la peur absolue de tous autour de lui. Mais il n'avait ni amour, ni amitié, ni compagnie. Son pouvoir était son seul ami, son seul amant, sa seule identité. Un partenaire froid et exigeant. Après son repas, il resta un moment sur son perron, fumant sa pipe et scrutant l'obscurité. Il n'admirait pas les étoiles. Il observait son royaume, les champs sombres et silencieux où dormaient ses sujets. Il ressentait une satisfaction austère dans ce silence, le silence du contrôle, de la domination absolue. Il retourna à l'intérieur et entama son rituel nocturne. Il nettoya méticuleusement la boue de ses bottes, grattant chaque parcelle de saleté du cuir, les polissant jusqu'à ce qu'elles brillent faiblement à la lueur de la lampe. Puis vint l'acte final de sa journée. Il se dirigea vers la lourde porte en bois où un seul gros clou avait été planté dans le mur. Il retira son chapeau, large chapeau en cuir taché de sueur et d'intempéries, imposant et laid, partie intégrante de lui-même, couronne de son petit royaume, symbole de son autorité qu'il plaçait sur sa tête chaque matin et touchait en dernier avant de se retirer chaque soir. Il le suspendit à son clou, geste automatique, habitude lissée par 1000 répétitions. Il se détourna de la porte, totalement inconscient qu'un homme, à ce moment précis, murmurait une promesse à son enfant à naître dans une cabane voisine. Il ignorait que sa couronne, son symbole, avait un destin lié à une machine de bois et de vent. Il ignorait la tempête qui se préparait, non seulement dans le ciel, mais dans le cœur de l'homme qu'il croyait posséder. Le changement commença en secret, un subtil frémissement dans l'air que seule la terre et ses habitants les plus anciens pouvaient percevoir. Le bourdonnement aigu et incessant des grillons commença à faiblir, remplacé par un silence expectatif. L'air, lourd et stagnant depuis des jours, se mit à bouger. Un faible murmure parcourut les champs de coton, faisant bruisser les feuilles sèches comme un soupir. Puis le murmure devint un gémissement sourd, un son plaintif semblant s'élever de la terre elle-même. Le ciel, auparavant toile étoilée claire, se couvrit par l'ouest d'une teinte violette sombre et meurtrie, une tache s'étendant sur la nuit. Le temps changeait. La tempête à venir reflétait la tension accumulée sur la plantation depuis des semaines, manifestation physique de toutes les peurs inexprimées, des espoirs secrets et de la colère latente dans les quartiers d'esclaves. Les habitants commencèrent à s'agiter, réveillés par la voix croissante du vent, bougeant avec précipitation pour sécuriser les planches lâches de leurs cabanes, boucher les fissures avec des chiffons. Le vent secouait la porte de la cabane d'Isaiah et Sarah, frappant avec insistance et impatience. À l'intérieur, ils étaient tous deux éveillés. Le moment était venu. Plus aucun mot n'était nécessaire, tout avait été dit dans le silence de la nuit. Ils se tinrent près de la porte, le vent s'engouffrant par les fissures, portant l'odeur de la pluie et de la terre humide. Isaiah l'attira contre lui une dernière fois, regard chargé d'un amour profond, d'une douleur muette et d'une promesse dépassant la tempête qui allait les séparer. Il la relâcha et se mit à genoux, posant doucement sa main sur son ventre, un ultime adieu tendre à l'enfant qu'il ne verrait pas pendant des mois, des années, ou peut-être jamais. Il pressa sa joue contre lui, communion silencieuse avec l'avenir. Un roulement de tonnerre lointain résonna dans le ciel, grondement profond et guttural semblant secouer les fondations du monde. Les premières gouttes de pluie tombèrent, grosses et froides, éclaboussant le toit comme des pierres jetées. C'était son signal, son couvert. Il se leva, lança à Sarah un dernier regard chargé de souvenirs, puis sortit de la cabane, englouti par l'obscurité croissante,
le vent hurlant et la pluie battante. La tempête, dans toute sa fureur, avait enfin commencé. Isaïe n'était plus un homme. Il était un élément, une créature de la tempête qu'il avait attendue. Dès qu'il quitta l'abri relatif de la cabane, le tumulte le réclama et il en revendiqua le pouvoir. Le monde qu'il connaissait se dissout dans un chaos liquide rugissant. La pluie ne tombait pas simplement. Elle formait un fleuve vertical, un mur impitoyable frappant avec force, collant son fin chemisier de coton à sa peau, lui ôtant sa chaleur. Mais il accueillit le froid mordant de l'action, la vie qu'il s'emparait. Le sol sous ses pieds devint une boue épaisse et vorace, aspirant ses chevilles à chaque pas, comme la plantation l'avait toujours retenu. Mais ses jambes, endurcies par une vie de travail brutal, tournaient avec une puissance nouvelle et désespérée, nourrie par l'image du visage de Sarah. Le vent était un être vivant, prédateur hurlant qui déchirait ses vêtements et sifflait à ses oreilles. Mais ce vacarme était son bouclier, une symphonie de liberté qui couvrait son souffle haletant et le battement frénétique et triomphant de son cœur. Les éclairs blanchissaient le monde une fraction de seconde, illuminant le paysage en un tableau saisissant et terrifiant. Les formes familières des arbres et des clôtures se tordaient en figures monstrueuses. Chaque éclair était suivi d'un coup de tonnerre assourdissant, non pas un son mais une vibration dans ses os. Il utilisait les éclairs pour s'orienter, son esprit travaillant à une vitesse inconnue jusqu'alors. Tout son être était concentré sur cette tâche. Il naviguait par mémoire et instinct, fantôme traversant l'apocalypse. Il restait dans la lisière des arbres, une ombre plus sombre dans l'obscurité plus grande, contournant la masse silencieuse des écuries, l'odeur familière du foin mouillé comme point de repère fugitif. Il n'était plus Isaïe l'esclave, une propriété. Il était une force de la nature, aussi sauvage et déterminé que la tempête, un homme quittant son ancienne peau pour renaître au cœur du chaos, chaque goutte de pluie emportant les années de soumission. Il atteignit la lisière de la petite clairière où se dressait la maison de l'intendant. Une masse basse et sombre contre le ciel déchaîné. Les fenêtres étaient des yeux noirs et morts fixant le maelstrom. C'était la partie la plus dangereuse de son parcours, un repère du mal endormi où une seule erreur signifiait une mort inimaginable. La tension, bourdonnement dans son corps, se transforma en une note aiguë et perçante. Son cœur battait contre ses côtes au rythme du tonnerre, tambour frénétique de peur et d'adrénaline. Il ralentit, ses mouvements devenant infiniment plus délibérés. Chaque craquement de branches fouettées par le vent sonnait comme une alarme. Il se baissa derrière un grand buisson d'Aélia, ses feuilles battant follement, et tendit l'oreille au-delà du rugissement du vent pour détecter tout mouvement dans la maison. Rien que la fureur de la tempête. Un chien enchaîné à l'arrière laissa échapper un aboiement frénétique immédiatement englouti par un coup de tonnerre assourdissant. Le son disparut du monde. Isaïe le prit comme un signe. Il sortit de la couverture du buisson, fantôme glissant sur la pelouse détrempée. Il atteignit les marches du porche, main glissant de pluie, et se hissa, rampant sur les planches en bois qui gémissaient doucement sous son poids. Il atteignit la porte, sa main tremblante s'agrippant légèrement à la clenche métallique froide. Il retint son souffle, le monde se réduisant à ce point de contact. Il la souleva lentement. La clenche céda avec un léger clic métallique perdu dans le vent. La porte s'ouvrit avec un gémissement à peine audible qui glaça ses veines. Il ne l'ouvrit pas en grand, juste assez pour glisser son bras dans l'obscurité. L'air à l'intérieur était chaud, sentait le tabac rance et la présence aigre de Barlow. Ses doigts engourdis par le froid tâtonnèrent dans l'ombre, cherchant le clou sur le mur. Puis ils le trouvèrent, et la texture rugueuse familière du cuir. Il saisit le chapeau, pendant un instant nauséeux, ressentit la chaleur persistante de la tête de son ennemi. Avec un sursaut de répulsion et de triomphe, il l'arracha, recula et referma la porte, qui claqua doucement. Il le tenait en main, symbole de son oppression, trophée de sa propre libération. Il avait volé la couronne de Barlow. Tenant le chapeau, Isaïe se détourna de la maison et courut. Ses pieds martelaient la boue avec un rythme effréné. Sa destination, maintenant unique et terrifiante, le moulant à vent. Il se dressait devant lui, plus qu'un repère lointain, un monstre tournant contre le ciel zébré d'éclairs. Une vision terrifiante, bête gémissante dont les quatre énormes pales tournaient à une vitesse effrayante et incontrôlable. Mais la tempête ne se contentait pas de les secouer. Elle cherchait à les arracher de leur axe. Toute la structure tremblait sous la tension, et le bruit qu'elle produisait n'était pas le grincement familier de ses rêveries,
mais un profond gémissement agonisant, le son du bois et du fer poussé à leur limite. C'était l'échelle qu'il avait choisie. Il atteignit la base, le chapeau serré entre ses dents, le cuir humide au goût de sel et de saleté. Les poutres de soutien en bois étaient glissantes d'une traîtresse pellicule de pluie et d'algues. Il commença à grimper. Une lutte verticale brutale. Le vent, qui n'était plus son bouclier, devint son principal antagoniste, une force physique menaçant de l'arracher de son perchoir. Il devait synchroniser ses mouvements avec le passage des immenses pales, chacune fondant l'air au-dessus de lui avec un fracas assourdissant qui vibrait dans toute la structure. Il progressait de quelques pieds dans le bref intervalle chaotique, puis s'accrochait désespérément au bois lorsqu'une autre pale passait. Ses muscles, déjà fatigués, commençaient à brûler. Des éclats de bois rugueux s'enfonçaient dans ses paumes, mais il à peine sentait la douleur. Le goût de la pluie et de sa propre sueur se mêlait sur ses lèvres. À mi-hauteur, il escaladait hors de sa propre tombe. Alors qu'il cherchait une nouvelle prise, une rafale puissante le projeta. Elle arracha ses pieds de leur appui, et pendant un moment éternel, il se retrouva suspendu uniquement par ses mains, son corps oscillant au-dessus de l'obscurité, son grippe, glissant de pluie, menaçant de céder. Ses bras et ses épaules hurlaient. « C'est fini », pensa-t-il. La faille. Mais l'image du visage de Sarah, féroce et résolue, traversa son esprit. Il pensa à l'enfant et un rugissement guttural jaillit de sa gorge, emporté par le vent. Il trouva une nouvelle réserve de force, balança son corps vers la poutre et prit un nouvel appui désespéré avec ses pieds. Il s'y accrocha, la poitrine haletante. Avant de poursuivre son ascension, il atteignit l'axe central, le cœur même de la tempête. Ici, le mouvement formait un vortex vertigineux et écrasant. Le monde était un flou de bois tournant, de vent hurlant et de pluie battante. Perché au sommet de son monde, au centre même du chaos, un lieu où aucun homme n'était destiné à se trouver. Les énormes engrenages et axes en bois gémissaient et tremblaient à quelques centimètres de son visage, toute la mécanique menaçant de se désagréger. Il s'agrippa à la poutre principale. Les vibrations parcourant son corps faisaient lui faire mal aux dents. C'était le moment pour lequel tout le plan, toute la douleur, toute la peur avaient conduit à cet acte insensé. Avec une dernière poussée d'adrénaline qui bannit la fatigue, il retira le chapeau de ses dents. Il pencha son corps dans le vide, fragile drapeau face à la tempête. Il devait anticiper le mouvement des pales, tâche impossible dans ce maelstrom. Il vit l'une des 4 immenses bras arriver, une fosse sombre balayant les nuages illuminés par les éclairs. Il tint le chapeau prêt, le bras tendu, une seule chance à l'instant parfait. Au moment où la pointe de bois de la pale passa à côté de lui, il tendit la main et y enfonça fermement le chapeau pour un instant saisissant. Il crut que le vent l'arracherait, que son geste grandiose serait perdu dans la tempête, mais l'ajustement était parfait, le chapeau tenu. Il rejoignit la danse sauvage et terrifiante du moulin à vent, forme sombre et défiant tournant contre le ciel violent. Isaiah resta accroché un instant, son corps tremblant d'épuisement et d'exaltation, regardant son message impossible tourner et tourner. Il avait réussi. Il avait suspendu sa défiance dans le ciel. Il se permit un dernier regard en arrière, non vers la maison de l'intendant, mais vers le lointain groupe de lumière du quartier des esclaves. Il savait qu'il ne pouvait pas voir sa cabane, ni elle, mais il regarda quand même, en voyant son amour et sa promesse à travers la distance agitée par la tempête. « Je suis libre, Sarah, pour nous. » Puis il tourna son visage vers le nord. Le combat n'était pas terminé. Il venait de commencer. Il entama sa descente, non par le côté qu'il avait grimpé, mais par le côté opposé, celui qui faisait face au marais, face à la liberté. Il se mouvait avec une vitesse désespérée. Et lorsque ses pieds touchèrent la terre molle et détrempée, il ne s'arrêta pas. Il courut, disparaissant dans l'obscurité emmêlée du marais de cyprès, englouti par la tempête et la promesse vaste, terrifiante et belle d'une nouvelle vie. La tempête se rompit aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le vent rugissant et la pluie torrentielle se retirèrent, laissant derrière eux un monde lavé et totalement immobile. L'aube arriva non pas dans un éclat flamboyant, mais dans une lumière douce et nacrée filtrant à travers les nuages dissipés, projetant un éclat doré sur la plantation Sterling. L'air, débarrassé de son humidité oppressante, était vif et frais, portant le parfum pur de la terre mouillée et des pins. Ce fut un matin d'un calme profond, le genre de silence qui suit un bruit grand et terrible. Mais le silence n'était pas parfait.
Un seul son anormal troubla la quiétude. C'était un grincement lent, rythmique et plaintif, le bois se plaignant sous un poids invisible et doux. Un jeune garçon nommé Daniel, âgé d'accent grave peine 10 ans, fut le premier à le remarquer. Envoyé chercher de l'eau au puits principal, il marchait, son seau oscillant, les pieds nus s'enfonçant légèrement dans la terre molle et humide. Il s'arrêta, la tête penchée, à l'écoute. Le monde était silencieux. Pourtant, le moulin à vent ne restait pas immobile lors d'un matin sans la moindre brise. Un matin si calme qu'aucune feuille ne bougeait sur les puissants chênes. Le moulin parlait. Il leva les yeux, et alors il le vit. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit dans un souffle, silencieux d'incrédulité. Là, suspendu à la pointe de la pale immobile la plus haute, se trouvait un chapeau d'homme. C'était le chapeau de M. Barlow, reconnaissable à sa laideur à large bord. Il tournait lentement, délibérément, avec chaque léger grincement rythmique, sombre sentinelle silhouettée contre le ciel pâle et magnifique du matin. Le garçon laissa tomber son seau en bois. Il tomba avec un bruit creux sur la terre humide. Il ne le remarqua même pas. Il resta simplement là, regardant longuement. Son esprit peinait à comprendre cette vision impossible. Puis il se retourna et courut, ses petites jambes battant l'air, sa voix perçante brisant la paix du matin. Le chapeau. Le chapeau. Il est sur le moulin. Ses cris tombèrent comme une pierre dans un étang calme. D'abord un, puis deux, puis une douzaine de silhouettes surgirent des quartiers des esclaves. Leurs visages mêlaient sommeil, curiosité et peur. Ils se rassemblèrent à distance, silencieux, regroupés, tous les yeux fixés sur la colline où se dressait le moulin. Ils pointaient du doigt, leur chuchotement formant un bourdonnement bas et continu. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Ce chapeau était le symbole de leur terreur quotidienne, l'ombre qui pesait sur eux dans les champs, la couronne du tyran qui régissait leur vie. Et maintenant, il était devenu un jouet pour le vent, un ornement ridicule sur la gigantesque machine silencieuse. C'était une farce adressée aux cieux, un message de moquerie à la fois terrifiant et exaltant. La vue de ce chapeau envoya une étrange et interdite excitation dans la foule, une étincelle de joie secrète partagée au cœur de leur oppression commune. M. Barlow sortit de sa maison à l'heure habituelle, le visage figé dans son masque habituel d'autorité aigre. Il était prêt à imposer ses cruautés du jour, à rappeler son pouvoir. Il s'avança vers la porte, la main allant automatiquement vers le clou en bois près du cadre. Ses doigts ne rencontrèrent que l'air vide et le bois rugué. Une lueur de confusion traversa son visage. Il regarda le clou, puis autour du petit porche, son esprit refusant de traiter ce fait simple et impossible. Son chapeau avait disparu. La confusion se transforma instantanément en une colère brûlante et montante. Il sortit sur le porche, sa voix tonnante portant à travers l'air humide. « Qui l'a pris? Qui est dans ma maison ?» Il s'attendait à voir des figures recroquevillées, à ressentir la satisfaction familière de sa rage inspirant la peur. Au lieu de cela, il se retrouva face à une foule silencieuse et immobile, une mer de visages sombres tous tournés vers le moulin. Il suivit leur regard, les yeux plissés de suspicion. Puis il le vit, son chapeau, son symbole de pouvoir, sa couronne de peur, suspendue à la pointe de la pale du moulin, tournant lentement, paresseusement, à la lumière du matin, comme le jouet oublié d'un enfant. Le sang quitta le visage de Barlow, le laissant pâle et maculé. Puis il revint en une vague violette suffocante de rage pure et non diluée. Il comprit instantanément le message, et cette compréhension fut un coup physique, un point de glace dans son estomac. Ce n'était pas un simple vol. Ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. C'était personnel, calculé et superbement orchestré. Une moquerie parfaite. C'était Isaiah. L'évasion n'était qu'une partie du plan. Le vol de son corps de la plantation. C'était le vol de sa fierté. La bouche de Barlow s'ouvrit, et une série de son gutturaux incohérents de fureur s'échappèrent avant qu'il ne trouve ses mots. « Je te retrouverai, garçon !» hurla-t-il, sa voix se brisant sous la force de sa colère. Il brandit son poing vers le marais silencieux qui bordait les champs. « Tu m'entends? Je te traquerai et te ramènerai en morceaux. Je ferai de toi un exemple dont on parlera pendant 100 ans. » Mais ces mots étaient creux, impuissants. Ils furent engloutis par le vaste silence du ciel et absorbés par les visages attentifs et silencieux de la foule. La seule réponse à ces menaces fut le son persistant, obsédant et fou du moulin à vent. Craquement, craquement,
Craquement, consumée par une fureur si profonde qu'elle frôlait la folie. Barlow organisa une chasse. C'était un homme possédé. Sa précision froide habituelle éclata en 1000 morceaux de rage crue et hurlante. Il rassembla les meilleurs chiens de piste, leurs corps maigres tremblant d'impatience, leurs aboiements résonnants, dans l'air matinal. Il enrôla 3 autres hommes blancs des fermes voisines, armés de fusils et d'un sens partagé de l'autorité bafouée. Ils formaient un groupe sombre et déterminé, quittant la maison principale sous la direction de Barlow, le visage figé dans un masque de tonnerre. Ils se dirigèrent directement vers le marais, là où le monde de l'ordre et du coton s'arrêtait et où commençait l'univers sauvage et indomptable. Mais le marais avait ses propres plans. Entité vivante, il semblait avoir choisi son camp. Les pluies torrentielles de la nuit précédente avaient transformé le paysage en un labyrinthe traître et étranger. Les chemins familiers avaient disparu sous une eau brunâtre et boueuse. Le sol, là où il était visible, était une bourbier glissant et aspirant, effaçant toute trace ou indice. La tempête avait été complice d'Isaiah et avait fait son travail à la perfection, effaçant son passage comme s'il avait été un fantôme. Barlow poussait le groupe sans relâche, sa rage aveuglant son jugement face à l'absurdité de la tâche. Il lança les chiens dans les broussailles emmêlées, criant encouragement et menaces. Mais les chiens, les meilleurs pisteurs du comté, étaient inutiles. Il flairait un parfum avec excitation et guidait les chasseurs dans une course folle de plusieurs mètres pour finir sur un buisson de sassafras. Son parfum doux et piquant, délibérément étalé sur l'écorce d'un cyprès, les faisait tourner en rond. L'odeur du tabac de lapin qu'Isaiah avait dispersé confondait leurs sens délicats, masquant l'odeur humaine qu'ils recherchaient. Les herbes de vieil hemlock opéraient leur magie silencieuse, transformant le marais en un hall de miroir pour le nez des chiens. La terre elle-même protégeait les siens. Pendant des heures, ils heurtèrent les canaux inondés et les racines emmêlées. Leurs chevaux peinaient, leurs vêtements étaient déchirés par les ronces, leurs visages griffés par les branches basses. Le marais semblait les repousser activement. Son silence n'était interrompu que par l'appel moqueur d'un corbeau ou le plongeon soudain d'un serpent dans l'eau. Ils ne trouvaient rien. Aucun brindille brisé, aucune empreinte, aucun signe du passage d'un humain. Le soleil commença à se coucher, sa lumière déclinante projetant de longues ombres étranges à travers les cyprès. La défaite, lourde et humiliante, s'abattit sur le groupe. Ils rebroussèrent chemin. Ils revinrent au crépuscule, non pas en chasseurs triomphants, mais en procession fatiguée, couverte de boue et abattue. Leurs chevaux étaient épuisés, leurs visages fermés par l'échec. Depuis le porche de sa petite cabane à l'orée des quartiers, le vieil hemlock les regarda revenir. Il était assis là toute la journée, attendant que Barlow descende de cheval, son visage un masque de fureur froide et silencieuse. La lèvre ridée d'Hemlock s'étira en un sourire lent, presque édenté, et plein de savoir. Il se pencha sur le côté et cracha un long filet sombre de jus de tabac dans la terre. Le bruit était discret, mais dans le calme du soir, il résonna comme un coup de feu. La terre avait réclamé les siens. Cette nuit-là, l'atmosphère dans les quartiers des esclaves n'était pas de peur, mais d'une étrange excitation électrique. L'air lui-même semblait crépiter de pensées inexprimées et de sourires secrets. L'histoire de l'évasion d'Isaiah circulait sur toutes les lèvres, racontée et retransmise à voix basse, avec révérence, dans l'obscurité des cabanes. À chaque récit, l'histoire grandissait, se dépouillant de la banalité d'une simple fuite pour revêtir les ailes scintillantes d'une légende. On ne disait pas qu'il s'était enfui. C'était trop simple, trop petit pour ce qui s'était passé. On disait que la tempête était venue pour lui, que le vent l'avait soulevé et emporté. On disait qu'il n'avait pas seulement grimpé le moulin à vent, qu'il lui avait parlé, et qu'il s'était plié pour l'aider à voler vers le nord. Le chapeau n'était plus un simple chapeau. C'était un signe, une promesse. C'était la preuve que le pouvoir de Barlow, qui semblait absolu et inévitable comme le lever du soleil, pouvait être défié. Il pouvait être moqué. Il pouvait être brisé. Isaiah n'avait pas seulement échappé à ses chaînes. Il avait ébranlé les fondations de tout le système de leur servitude. Sarah était le centre silencieux et immobile de cette tempête d'histoire. Elle était assise dans sa cabane, le petit oiseau en bois lisse serré dans sa main. Sa forme simple était une source de force profonde et secrète. Un petit sourire de savoir jouait sur ses lèvres, un sourire mêlant tristesse et fierté farouche et inébranlable, tandis que les autres femmes, leur travail enfin terminé, se rassemblaient autour d'elle, les yeux remplis de questions qu'elle n'osait poser.
Elle ne parlait ni de sa peur ni de sa solitude. Elle commençait plutôt à tisser le fil le plus puissant et durable de la légende, les attirant près d'elle d'une voix conspiratrice, comme des papillons de nuit vers la flamme. « Écoutez, » murmura-t-elle. Son regard fixé vers l'embrasure ouverte, sur la forme sombre et silencieuse du moulin à vent sur la colline. Il est encore là, immobile dans la nuit sans vent. Sa voix débordait d'une conviction fascinante. Il veille sur nous. Elle pointa de son doigt fin la silhouette sombre. Les nuits calmes, quand il n'y a pas de vent, ce moulin tourne encore pour lui. Il crie son nom pour que jamais nous n'oublions ce qu'un homme courageux peut accomplir. Les femmes se turent, suivant son regard vers la silhouette lointaine. Elles écoutèrent, tendant l'oreille dans le profond silence de la nuit du Mississippi. Et dans ce silence, dans l'espace entre les chants des grillons, elles commencèrent à l'imaginer. Elles crurent entendre un faible bruit rythmique porteur dans l'air immobile, un murmure venant du cœur du bois. Ah! Ah! Astérisque. La légende naquit. Les mois se muèrent en années, les saisons tournèrent sur la plantation Sterling. Chacune effaçant un peu plus le souvenir de l'homme nommé Isaiah, mais polissant la légende qu'il avait laissée derrière lui. Le chapeau, suspendu sur son perchoir impossible pendant 3 jours entiers, fut finalement descendu. Monsieur Sterling lui-même, homme plus soucieux des apparences et de la productivité que des drames de son contremaître, ordonna l'action. Une longue échelle fut installée, et un esclave terrifié fut contraint de grimper pour récupérer le symbole de sa propre oppression. Mais enlever le chapeau n'effaça pas l'acte. Pour Barlow, le dommage était permanent. Le moulin à vent, autrefois simple élément du paysage, devint son fantôme personnel, un accusateur silencieux et constant. Il était un homme changé, mais non pour le mieux. La cruauté froide et précise qui le rendait si efficace, si terrifiant, commença à se déliter. Il devint hanté. Son regard dérivait souvent vers le moulin, les yeux plissés comme s'il voyait encore le chapeau tourné contre l'aube. Il se mit à boire abondamment, l'odeur âcre du whisky imprégnant son haleine. Sa cruauté, autrefois scalpel, devint un gourdin maladroit et grossier. Ses punitions, nées d'une rage sourde et non maîtrisée plutôt que d'un contrôle calculé, devinrent chaotiques et imprévisibles. Les esclaves qu'il avait craints avec une terreur primale commencèrent à le voir pour ce qu'il était. Un homme brisé. Un roi dont la couronne avait été volée et dont l'autorité s'était évaporée avec elle. Monsieur Sterling, pragmatique avant tout, constata la baisse de productivité, l'agitation sourde et grandissante que le comportement erratique de Barlow engendrait. Un contremaître gouverné par la peur devait être effrayant, non pathétique. Un après-midi d'automne, Sterling convoqua Barlow sur le porche de la maison principale. Pas de cris, pas de confrontation grandiose. Sterling était calme, sa voix dépourvue d'émotion. Il dit simplement à Barlow que ses services n'étaient plus requis. Barlow resta là, figé dans le silence, l'odeur d'alcool rance émanant de lui. Il regarda par-dessus l'épaule de Sterling, ses yeux se posant sur le moulin à vent à l'horizon, ses pales immobiles et silencieuses. Il était un homme vaincu non par une arme, mais par un symbole défait par le fantôme d'un homme qu'il ne pourrait jamais attraper. Son départ fut discret et pathétique. Il partit non pas avec fracas, mais avec un gémissement. Ses maigres affaires attachées en un paquet. Il était devenu un homme plus petit, les épaules voûtées. Un homme dépouillé de la seule identité qu'il avait jamais possédée, laissant derrière lui rien d'autre que le faible craquement irrégulier d'un moulin à vent désormais associé non à son pouvoir, mais à son humiliation. Les grandes roues de l'histoire tournaient, et les vents de guerre, jusque la rumeur lointaine, balayèrent la nation, apportant avec eux feu, sang et un changement terrible et transformateur. Les années passèrent, une vie pour certains. Puis, un matin de printemps, longtemps après que le dernier canon se soit tu, un nouveau visiteur arriva sur les terres de l'ancienne plantation Sterling. Un officier de l'Union, son uniforme bleu impeccable et étranger, arriva non avec la fureur d'un conquérant, mais avec la gravité silencieuse d'un messager. Il rassembla le peuple, ceux qui étaient nés et avaient travaillé sur cette terre. À l'ombre d'un grand chêne, il déroula un parchemin et lut les mots qui changeraient le monde. Il lut la proclamation d'émancipation. La nouvelle ne tomba pas comme une explosion joyeuse. Elle se répandit dans la foule comme une vague lente et progressive. Un concept trop vaste, trop impossible à saisir d'un seul coup. D'abord reçu dans un profond silence incrédule. L'espoir avait été une monnaie dangereuse si longtemps qu'ils avaient oublié comment la dépenser. Puis lentement, la réalité commença à s'imposer. Une vieille femme,
le visage tracé par les peines, éclata en sanglots. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. Deux hommes ayant travaillé côte à côte dans les champs pendant 30 ans s'embrassèrent simplement, leur corps tremblant d'une émotion sans nom. Sarah, n'étant plus une jeune femme, se tenait au bord de la foule. Les années avaient gravé autour de ses yeux et de sa bouche des lignes de souffrance, mais elles n'avaient pas éteint la lumière féroce et résiliente qui y brillait. À ses côtés se tenait sa fille, une grande et forte jeune fille à l'aube de sa vie d'adulte. Née dans l'ombre de la fuite d'Iséa, Sarah l'avait nommée Hope. Elle prit la main de sa fille et ensemble, elles s'éloignèrent de la foule vers le bord des champs. Dans son autre main, Sarah serrait un petit objet, un morceau de bois, usé, lisse et sombre. Au toucher de ses doigts, au fil de nombreuses nuits, l'oiseau en bois, elle regarda l'ancien moulin toujours debout sur sa colline. Un monument silencieux et marqué par le temps, témoignage d'un unique acte de défi. Des larmes coulèrent sur son visage, chaudes et irrépressibles. Des larmes de chagrin pour toutes ces années perdues, pour le mari qu'elle n'avait jamais revu, mais aussi des larmes de joie profonde et bouleversante. Pour une promesse faite dans l'ombre, une promesse tenue contre toute attente. Le sacrifice d'Iséa n'avait pas été vain. Il avait à source. Son enfant serait libre. Les décennies passèrent. La fin du 19e siècle s'installa sur la terre, apportant avec elle de nouveaux rythmes, de nouveaux futurs. Le monde avait été refait. Les vastes champs oppressifs de la plantation Sterling avaient disparu, morcelés en une mosaïque de petites fermes et de foyers. La terre était devenue une communauté, un lieu de familles libres travaillant le sol pour elles-mêmes. La vieille maison de la plantation avait été démolie, son bois réutilisé pour des granges et des clôtures, ses fondations lentement reprises par l'herbe et les fleurs sauvages. Mais le moulin demeurait, selon un consensus silencieux de la communauté. Il avait été laissé intact, préservé comme repère, monument à leur histoire collective. Il était leur conteur silencieux, lors d'une chaude soirée d'été. Alors que le soleil baignait le ciel occidental de teintes brillantes d'orange et de violet, une femme s'assit avec son jeune fils à l'ombre du même grand chêne où la proclamation avait été lue. C'était Hope, la fille d'Iséa, désormais mère elle-même, son visage portant la même force tranquille qui avait défini ses parents. Elle et son fils, un garçon aux yeux vigilants et intelligents comme ceux de son grand-père, regardaient le moulin à vent. Elle lui racontait l'histoire, le mythe fondateur de leur famille, de toute leur communauté. Il était un fantôme dans la tempête, disait-elle, sa voix emplie d'une musique douce et révérencieuse. Elle avait raconté cette histoire 100 fois, et pourtant elle n'avait jamais perdu sa puissance. La nuit où tu es né, dans le ventre de ma mère, le vent et la pluie sont venus pour lui. Il a grimpé au sommet du monde cette nuit-là, plus haut que n'importe quel homme avant lui. Le garçon écoutait, les yeux écarquillés, captivé, et il mit son âme dans ce moulin. Il l'a fait pour pouvoir toujours veiller sur nous, pour nous rappeler que même dans la nuit la plus noire, même quand le monde semble contre toi, le courage d'un homme peut être une étoile pour nous guider tous à la maison. Elle serra la main de son fils, le cœur gonflé d'un amour pour le père qu'elle n'avait jamais connu. Un homme dont l'héritage était l'air même qu'elle respirait, le sol libre sous ses pieds. La perspective s'éloigne, la caméra de l'esprit s'élève haut dans le ciel du soir. La mère et son fils deviennent de petites figures dans un vaste paysage paisible de leur propre création. Ils ne sont plus définis par les rangées de coton, mais par les maisons qu'ils ont construites, les familles qu'ils ont élevées, la liberté qu'ils ont conquise. Le regard se fixe sur l'ancien moulin usé. Debout, silencieux et fier, contre la tapisserie éclatante du coucher de soleil. Sa toile a disparu depuis l'automne. Son bois est gris et fendu, mais sa forme reste solide, toujours défiant. Une brise douce du soir fait frissonner les feuilles et apporte le parfum du chèvrefeuille. Une brise hésitante, à peine assez forte pour bouger les lourdes pales fatiguées de l'ancienne machine. Et pourtant, un son émerge du vieux bois. Un faible bruit rythmique et familier, un murmure provenant du cœur de ses articulations. Astérisque, craquement, craquement, astérisque. Isaiah Washington ne fut jamais revu sur ces terres. Certains disent qu'il est parvenu au nord, qu'il a construit une nouvelle vie, après la guerre, a fait venir la famille qu'il avait été forcé de laisser derrière lui. D'autres disent que le marais, l'ayant protégé de ses ennemis, décida de le garder pour lui-même, qu'il devint un esprit des lieux sauvages. Mais au final, le destin exact importe moins que l'héritage laissé. Pendant des générations, les habitants de ce lieu, son peuple,
On transmet son histoire de parent à enfant. Et il jure que si vous vous tenez près de l'ancien moulin par une nuit d'été calme, quand l'air est parfaitement immobile et la lune haute, vous pouvez encore l'entendre. Un murmure porté par le vent. Une promesse tenue. Un nom devenu légende. Isaïe. L'écran s'assombrit, ne laissant que le faible bruit rythmique et éternel du bois qui craque.